Bienvenue dans ce nouvel entretien des éveilleurs qui porte sur l'éducation. Et pour ce thème, nous avons choisi de recevoir François-Xavier Clément. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel entretien des éveilleurs. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous avez une formation de philosophie, vous avez enseigné, dirigé des établissements scolaires catholiques, vous avez été directeur diocésain du diocèse de Saint-Étienne, et puis dernièrement, vous avez dirigé le groupe scolaire Saint-Jean-de-Passy à Paris, qui est connu, reconnu pour être un établissement sous contrat de l'enseignement catholique, réputé par son exigence éducative et son exigence scolaire. Et vous venez d'écrire un livre très intéressant, La voie de l'éducation intégrale, dont on va parler, avec un sous-titre qui, moi, m'a interpellé dès que je l'ai acheté, puisque vous écrivez « En famille et à l'école, des enfants heureux, libres et responsables ». Quel beau programme, quelle belle ambition. Alors dans ce livre, vous vous appliquez à expliquer les principes de l'éducation intégrale en donnant votre regard aiguisé sur le sujet par votre expérience et par votre savoir sur les enfants. Et votre livre est en 3 grandes parties. Vous parlez dans un premier temps de l'enfant, dont vous évoquez les principes importants de la connaissance, de la liberté, de l'autorité. Puis vous abordez la famille comme le premier lieu de l'éducation, et puis enfin l'école comme la continuité de la famille, le deuxième lieu d'éducation qui doit être ce prolongement indispensable à l'éducation parentale. Avec notamment la transmission littéraire, la culture, les savoirs, etc. Alors moi j'ai trouvé votre livre très intéressant parce qu'il met en musique ces 3 parties sous le prisme de la doctrine sociale de l'Église, puisque vous dites que la finalité de l'éducation intégrale, c'est la vie éternelle, c'est la sainteté. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et pourquoi? Alors merci d'abord de cet entretien. Moi je suis très heureux de pouvoir parler effectivement de ce livre, et ce qui m'a motivé, c'est que ça fait 25 ans que je travaille dans l'éducation, 25 ans que je constate qu'il y a des écarts plus ou moins importants entre les principes anthropologiques qui animent l'éducation catholique et ce que nous vivons sur le terrain dans des établissements scolaires ou dans des diocèses, etc. J'ai écrit pas mal d'articles, j'ai donné beaucoup de conférences depuis de nombreuses années. J'ai développé de la formation aussi pour les adultes. Et j'arrivais à un moment où ça me paraissait intéressant de faire le bilan, sachant que le temps m'a été donné, car comme vous le savez, j'ai quitté Saint-Jean-de-Passy de façon un peu brutale, on va dire. Vous avez donc été licencié de Saint-Jean-de-Passy pour des faits dont vous avez été innocenté dernièrement, de harcèlement et de principes managériaux dysfonctionnels. Je ne sais pas exactement quels ont été les termes. Oui, c'est les termes qui avaient été employés. Il y avait un sous-entendu, je dirais, de pénal, et puis les choses effectivement ont été classées sans suite. Tout cela est entouré malheureusement de beaucoup de flou pour moi. Et comme disait un homme politique célèbre, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et malheureusement, les choses n'ont pas été clarifiées suffisamment sur les intentions des personnes qui ont conduit à cette déstabilisation et à ce départ. Ce qui est certain, c'est que il y a des éléments qui sont liés à mon indépendance d'esprit, à ma liberté, à mon engagement, qui sont liés à des décisions que j'ai prises, qui sont liés probablement à l'exigence du management dans une école qui prétend développer l'éducation intégrale, parce que la première conséquence du management de l'éducation intégrale, c'est l'exemplarité des adultes. Et ça conduit à beaucoup d'exigences sur les personnes. Et ce n'est pas toujours simple d'accompagner les personnes, d'abord de se l'appliquer à soi-même, ce n'est pas très simple, et ensuite de l'appliquer aux autres, à nos collaborateurs les plus proches, et puis de loin en loin, de faire en sorte que tous ceux qui approchent des enfants soient exemplaires de cette éducation. Et donc oui, j'ai quitté Saint-Jean-de-Passy, à regret parce que c'est une maison magnifique,
et à regret aussi parce que j'ai vécu des choses extraordinaires et je suis bien certain que c'est une maison qui reste et qui restera magnifique. En revanche, les personnes qui ont conduit à ce départ ne sont pas forcément à Saint-Jean-de-Passy du reste, hein, donc sont des personnes qui ont pensé plus à l'équilibre peut-être dans le cœur diocésain, je dirais, de la forme de cet établissement et de la forme que prenait la direction de cet établissement depuis quelques années. Alors, votre éviction a été brutale, elle a dû être très violente pour vous, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Est-ce que finalement ce livre, c'est une réponse calme, sereine, intellectuelle à ça? Est-ce que c'est une vengeance? Quelle est la part de motivation dans l'écriture de ce livre, de votre éviction? J'ai écrit ce livre, effectivement, comme un temps à la fois d'action de grâce par rapport à ce que j'ai vécu depuis 25 ans. Je l'ai écrit aussi comme une manière de me donner un peu de retrait, de recul sur le plan intellectuel et même sur le plan psychologique. Il se trouve que j'ai eu la joie de rencontrer quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, qui est Jean Sévilla, au mois de septembre de l'an dernier. Et quand j'ai dit à Jean Sévilla que j'écrivais, il a eu la gentillesse de me dire « Vous verrez, cher ami, l'écriture est un baume ». Et j'ai découvert à quel point c'était vrai. Ça a été un baume d'écrire. Parce que quand on écrit, on travaille les mots, on essaye de ciseler ses phrases et on met de l'ordre dans sa pensée. Et quand on a le critère de vérité et de justice dans le cœur, eh bien, on ne va pas chercher à régler des comptes ou chercher à se venger ou chercher à faire passer de l'amertume, vous voyez, ou des aigreurs. D'abord, j'en ai pas trop, je crois, vraiment, parce que j'ai vécu de très belles choses dans cette mission de l'enseignement catholique, mais aussi parce que eh bien, je souhaitais, au fur et à mesure de l'écriture, faire de ce livre le premier pilier, la première brique, plus exactement, de l'étape suivante, en quelque sorte, et puis du souffle que j'allais pouvoir partager sur le plan éducatif. On pourrait dire que c'est une forme de grâce, ce qui vous est arrivé, puisque c'est un nouveau départ qui va vous permettre, et on va en discuter, de voir comment est-ce qu'on peut allier l'éducation intégrale avec les systèmes éducatifs actuels. Peut-être pour démarrer, je voudrais vous demander votre définition de l'éducation intégrale. Moi, une des premières phrases qui m'a marqué dans votre livre, elle est dans la préface de Pierre-Édouard Stérin, à qui vous demandez ce qu'est une bonne éducation, et il répond qu'une bonne éducation, le fruit d'une bonne éducation, c'est de faire des hommes debout dans le monde et si besoin face au monde. Je trouve que cette définition, elle est belle, elle est parlante, elle est simple et elle est vraie. Quelle est votre définition de l'éducation intégrale ? L'éducation intégrale, c'est le processus éducatif par lequel on va accompagner la croissance totale d'un enfant dans tous les domaines, dans le but qu'il puisse à la fois servir le bien commun de la société dans laquelle il se trouve et qu'en même temps, dans le même temps, il vise le bien qui est le plus haut, qui est la cime de la vie, qui est la vie éternelle. Et donc, il y a à la fois cette espérance du salut d'un côté, et charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire de penser vraiment, comment dire, le chemin de sa propre béatitude et de son bonheur éternel, et en même temps, eh bien, cette visée politique, de la charité politique, qui consiste à travailler au bien commun, servir le bien commun et s'engager au service de la cité. Et c'est ces deux biens qui sont visés par l'éducation intégrale. Vous le synthétisez dans une phrase, vous avez le sens de la formule, puisqu'elle est reprise un peu dans tous les médias. Vous dites « L'enfant est beaucoup plus qu'un cerveau avec un cartable ». On comprend par là que l'enfant n'est pas qu'une personne qui arrive à 8 heures et qui part à 16 heures pour avoir un bon bulletin de notes pour les parents, mais qu'elle a des richesses beaucoup plus larges et qu'il faut l'appréhender dans sa totalité. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'éducation, l'enfant n'est pas considéré dans sa totalité ? Ah non, moi je suis bien certain effectivement que dans la plupart des établissements, c'est un cerveau avec un cartable qui rentre dans les établissements, dans la grande majorité des cas. Après, il se trouve que de temps en temps, on autorise ce cerveau à avoir
on va dire, une affectivité, une psychologie, une sensibilité. On l'autorise rarement à avoir un corps, et puis on l'autorise presque jamais à avoir une âme. Et ce qui veut dire qu'un cerveau avec un cartable, ça veut dire que tu es là pour travailler, tu es là pour recevoir une instruction, tu n'es pas là pour nous enquiquiner. Tout ce qui est du domaine du comportemental ne fait pas suffisamment l'objet d'une éducation ordonnée en vue des objectifs de l'éducation intégrale. Et pourtant, Dieu sait si dans l'éducation, notamment l'éducation nationale, le bien-être de l'enfant, le côté un peu humanisant des écoliers et des étudiants peut parfois primer sur le côté des résultats. Il suffit de regarder le bac. Aujourd'hui, on donne le bac. Ce n'est plus le résultat d'un travail. Donc, est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec votre analyse? Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à obtenir du vivre ensemble. On ne cherche pas à obtenir le bien ultime de l'enfant ou le bien commun. Du reste, la notion de bien commun, elle a disparu au profit d'une logique d'intérêt général qui est pensée sur le mode du vivre ensemble. Et donc, le levier de cela, ou plutôt l'ADN de cela, c'est quoi? C'est la tolérance. Et donc, il faut absolument tout pouvoir tolérer, et pour que le vivre ensemble soit possible, il faut que tout le monde tolère tout. Et donc, dans cet objectif de tolérance totale et de tolérance globale comme fondatrice, je dirais, du vivre ensemble, il n'y a pas de place pour une éducation intégrale qui, je dirais, structure et va former l'ensemble de la personne en vue de sa fin la plus haute. Finalement, pour vous, éduquer l'enfant dans son intégralité, en tant que personne humaine à part entière, dans toutes ses dimensions, vous l'associez à une notion de liberté, une notion qui est souvent dévoyée dans notre société. Pour vous, quelles sont les conditions de cette liberté nécessaire à l'épanouissement d'un enfant dans ce principe d'éducation intégrale? La première condition, c'est celle de la formation de l'intelligence. Pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait une culture. Pour commencer, il faut une éducation au vocabulaire. Il faut des mots, il faut de la lecture, il faut une compréhension du réel par les mots, par des phrases. Et donc, il faut structurer littérairement un enfant. Et le premier rapport à la liberté, il faut d'abord comprendre que l'enfant a un libre arbitre de par la nature même de la personne humaine, mais la liberté est une capacité qui croît avec la maturité. Et donc, si la liberté est une capacité qui croît avec la maturité, il faut trouver le moyen de la faire croître. Donc le chemin de la connaissance, c'est le premier sillon à partir duquel on va pouvoir déployer les ailes de la liberté. Sans connaissance, sans culture, sans maîtrise des mots, sans éloquence, sans précision dans l'expression grammaticale, il ne peut pas y avoir de liberté dans la pensée déjà, dans la pensée. Vous dites d'ailleurs un peu plus loin dans le livre que la connaissance, notamment dans ce chemin de la connaissance, la partie littéraire est primordiale et je ne sais pas si elle est supérieure à la partie scientifique, mais vous dites en synthèse que la connaissance littéraire permet de mieux exploiter la connaissance scientifique derrière, parce qu'on a des élèves qui savent aujourd'hui compter et faire des stats et sont bons en maths, mais qui ont une culture littéraire insuffisante, de telle sorte qu'ils ne comprennent même pas les phrases des énoncés. Mais quand vous prenez les textes des grands physiciens ou des grands mathématiciens, ce sont souvent des personnes qui écrivent très bien, qui s'expriment parfaitement, qui ont une très grande maîtrise de la phrase et du vocabulaire et de la précision. Ce sont aussi souvent des philosophes. Ces grands physiciens ou ces grands mathématiciens. Et vous avez une médaille Fields qui est assez connue, Laurent Laforgue, qui a écrit sur ce sujet-là. Il est très important, effectivement, de penser l'éducation scientifique à partir de l'éducation littéraire. Après, je pense que ne pas former sur le plan littéraire et l'intelligence et la pratique de la parole ou de l'écriture, c'est condamner l'enfant à, finalement, la personne à la soumission. Et moi, je crois qu'il y a un rapport direct entre la formation de l'intelligence littéraire et la soumission. C'est-à-dire que plus vous êtes formé sur le plan littéraire, et moins vous serez soumis. C'est-à-dire plus vous aurez une capacité à être libre, à être critique, à analyser les situations auxquelles vous êtes confronté.
Après, pour répondre pleinement à votre question sur la liberté, je pense que le deuxième sillon sur lequel il faut travailler après celui de la connaissance, c'est celui de l'engagement, du service, et de tourner la conscience de l'enfant très tôt vers le service de la communauté. Communauté familiale, communauté scolaire, communauté scoutisme, communauté politique, engagement dans des causes, etc. Et je pense que c'est très important d'aiguiser très tôt la conscience d'un enfant aux enjeux de bien commun. Vous amenez votre réflexion à la suite de ces rappels de chemin de la connaissance et des chemins de l'action sur l'éducation au sein de la famille. Et vous remettez à l'honneur le rôle des premiers éducateurs que sont les parents. Finalement, c'est une vision chrétienne, hein, l'éducation intégrale, c'est l'éducation chrétienne que vous portez dans votre livre. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que les parents ont perdu ce rôle d'éducateur ou que leur rôle d'éducateur est insuffisant dans cette éducation intégrale? Parce que vous dites, vous écrivez, vous avez dit, dans l'absolu, les écoles libres devraient également avoir des écoles de parents. Qu'est-ce qui vous fait dire ça et de vous poser un peu en donneur de leçons sur ce que doivent faire les parents? Alors, j'entends très bien la question que vous posez et ce qu'elle sous-entend. D'abord, il est indiscutable que les parents sont les premiers éducateurs. C'est dans le droit naturel, c'est une loi naturelle que de le penser et il faut sans arrêt le réaffirmer. Après, pourquoi je pense qu'aujourd'hui les parents n'y arrivent pas? D'abord parce qu'il y a une porosité culturelle par les réseaux qui rend l'éducation familiale de plus en plus difficile. Ensuite, parce qu'il y a de moins en moins de mamans qui peuvent ou souhaitent faire le choix de ne pas travailler et donc ça rend difficile une éducation familiale continue. Et donc c'est soit une nounou qui prend le relais, soit l'éducation est réalisée le week-end. Mais quand vous avez travaillé pendant 8 heures ou 10 heures pendant toute une journée, eh bien, comme m'ont dit un certain nombre de parents assez souvent dans mon bureau quand j'étais chef d'établissement, vous êtes gentil, monsieur Clément, mais on ne va pas en plus faire de l'éducation le soir. Et donc on ne va pas en plus faire de l'éducation le soir, c'est une sorte de sentiment de ras-le-bol d'un côté, et deux, c'est aussi se préparer à transférer la compétence sur des personnes dont c'est le métier. Et moi, j'ai un papa d'élève un jour qui m'a dit très gentiment, quand vous avez besoin d'un conseil bancaire, bah, écoutez, monsieur Clément, vous allez voir un banquier, eh ben moi, je viens vous voir. C'était une manière de saluer ma compétence, de me flatter au passage et de me dire, écoutez, c'est à vous d'éduquer mon fils, et je vous fais confiance pour le faire. En revanche, ne comptez pas sur moi, le soir ou le week-end. Écoutez, c'est loisir, c'est sport, on a nos sorties, on a nos, etc. On a notre vie familiale, donc on ne va pas faire de l'éducation en plus. Bon. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on crie là-dessus en disant aux parents « Non, reprenez vos enfants, éduquez-les » Mais non, je suis désolé, et c'est ce que je dis très souvent dans les interviews, c'est Don Bosco, c'est pas ce qu'il a fait à Turin quand il a constaté ses enfants en déshérence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre les enfants, il est allé s'en occuper, et puis il a organisé leur éducation. Moi, je pense qu'on est dans une urgence éducative aujourd'hui qui est grave, qui est vraiment très grave. Quand on voit les guérillas urbaines, quand on voit les mineurs isolés, etc., on est dans une urgence éducative qui doit nous conduire à penser l'éducation en prenant la place de ceux qui ne l'assument pas. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne sont pas prêts, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons sociologiques, soit parce que Rousseau a gagné dans leur tête et dans leur territoire. Et il faut, dans ces cas-là, prendre le relais et éduquer les enfants. Je suis d'accord, mais pour autant, je vous trouve dur parce que la cible de votre livre, c'est notamment les familles catholiques qui font le choix de mettre leurs enfants dans des écoles sous contrat ou des écoles libres, hors contrat. Et donc, ils sont pas. La comparaison avec Don Bosco, elle n'est pas tout à fait évidente parce que Don Bosco, c'était des enfants de rue qui avaient souvent des orphelins ou des parents qui étaient dans un état de pauvreté tel qu'ils n'arrivaient plus à assumer leur rôle d'éducateur. Mais dans nos milieux, dans nos familles, c'est relativement préservé. Si vous voulez être jusqu'au boutiste, il faut être amish. Il faut être. Et les familles amish aujourd'hui, ça n'existe pas dans le monde actuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes dur, à force de dire aux catholiques, vous n'assumez pas votre rôle, etc. On en oublie de voir que finalement, les familles catholiques se portent
pas si mal que ça, et leur rôle éducateur est plutôt bien abouti. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils inscrivent leurs enfants dans les écoles sous contrat. Vous vous dites qu'ils viennent se décharger, mais c'est probablement, n'est-ce pas, une minorité qui viennent se décharger sur leur rôle éducateur chez vous, et une grande majorité qui viennent là pour le prolongement de l'éducation. Alors, vous abordez plein de sujets, et votre question est très importante et très intéressante. D'abord, si mon discours a pu paraître moralisateur et piquant, je dirais, à l'égard des familles catholiques, je le regrette profondément parce que ce n'est pas mon but du tout. En revanche, vous voyez, j'ai un petit problème d'image. C'est que comme j'ai été particulièrement marqué par mon passage à Saint-Jean-de-Passy, tout le monde imagine François-Xavier Clément, c'est Saint-Jean-de-Passy, c'est le 16e, donc c'est cet environnement-là. Sauf que ce n'est pas le cas du tout. Ma carrière, elle a commencé à Nantes, elle s'est poursuivie dans le Nord, puis passage à Paris, puis Saint-Étienne, région sacrément riche sur le plan de la mixité culturelle, sociale et religieuse, et puis retour à Paris, à Saint-Jean-de-Passy. Et finalement, dans les étapes par lesquelles je suis passé par des milieux populaires, par des lycées industriels, professionnels, et donc je suis passé par différents territoires et différentes sensibilités culturelles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des familles catholiques, je suis d'accord avec vous, qui assument pleinement cette responsabilité et qui l'assument tellement bien qu'elles ont pris à la lettre et de façon très loyale et très fidèle les principes de l'Église catholique qui rappellent que les parents se doivent de trouver l'environnement scolaire le plus cohérent avec leurs principes éducatifs et avec les principes de la foi chrétienne. Et dans ces cas-là, quand ils ne le trouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une école. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est l'histoire de tous les établissements catholiques. L'histoire des établissements catholiques n'a pas commencé en 1959 avec la loi de Bré. Hein. Ils ont commencé par des écoles hors contrat, c'est-à-dire des écoles indépendantes, des écoles créées dans la petite campagne française ou dans les villes, ou en Italie, avec ce que je citais de Don Bosco, en fonction des besoins locaux. Ce qui est en revanche indubitable, c'est que les écoles hors contrat ne représentent pas tous les catholiques de France. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'écoles catholiques qui sont, comment dire, dans lesquelles des parents font le choix d'inscrire leurs enfants parce qu'on leur propose en quelque sorte du clé en main sur le plan pédagogique, éducatif et spirituel. Et si en plus j'ai même plus besoin de les mettre à la paroisse pour le caté, bah, c'est pas plus mal. Et là, je pense que c'est important de se dire, si l'enseignement catholique, si une école catholique développe une éducation intégrale dans le domaine pédagogique, éducatif et spirituel, alors il faut absolument comment dire, impliquer les parents d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je propose, moi, cette logique de création d'écoles de parents qui soit simple, qui ne nécessite pas, je dirais, d'être en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans des salles de formation, mais plutôt avec un système, par exemple, de capsules vidéo, des petites vidéos courtes de 10 minutes, hebdomadaires qui permettent aux parents d'avoir de l'aide, du soutien, des outils, un peu de réflexion et qui, au fur et à mesure d'une année, eh bien, va leur donner la possibilité de garder la main sur l'éducation à la fois culturelle, à la fois morale de leurs enfants. Alors la famille, premier lieu d'éducation, ensuite vient l'école qui est le prolongement de ça. Vous parliez de l'enseignement catholique. Moi, j'ai plein de questions sur votre livre et sur cette articulation, parce que finalement, l'école, il faut qu'elle soit un réceptacle qui soit préparé pour permettre cette éducation intégrale dont vous parlez. Ça veut dire des bons éducateurs. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a un soif d'idéal, on a une jeunesse catholique qui est entière, qui est la conséquence de 40 années après mai 68, et qui aspire à un renouveau, qui aspire à un idéal, qui aspire à recevoir un message fort de l'Église catholique dans une société qui est complètement sexualisée, qui est complètement désincarnée, où les passions sont exacerbées, où les tentations sont fortes. Cette jeunesse, elle représente, cette jeunesse catholique, l'avenir de l'éducation intégrale que vous prônez.
Et pour autant, la vocation d'enseignant, hein, c'est une vocation à part entière, ne fait pas partie des métiers qui sont poussés par les familles catholiques, au même titre que le journalisme, la culture. Vous avez tout à fait raison. Comment est-ce qu'on peut donner envie à cette jeunesse de s'engager dans l'éducation pour devenir nos éducateurs de demain et les ambassadeurs de cette éducation intégrale? La première chose, c'est que je pense qu'il faut il faut changer l'image du métier pour s'assurer effectivement qu'il devienne attractif. Comment on change l'image du métier? On ne la changera pas par des campagnes nationales, on ne la changera pas par les grands médias je dirais, en parlant des professeurs de l'éducation nationale. On la changera ici et maintenant dans un petit cours de philosophie, d'anglais ou de mathématiques dans l'établissement Saint-Bidule, dans lequel Madame Machin ou Monsieur Truc ont véritablement donné envie à leur classe d'apprendre, de travailler la philosophie, l'anglais, le français, les mathématiques, etc. Moi, je ne crois pas, je crois plus à la réforme des mœurs qu'à celle des institutions, pour tout vous dire. Ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est par petit environnement cellulaire qu'on va pouvoir modifier les choses. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai pas mal de projets actuellement, mais je suis en train de travailler sur la création d'un centre de formation en lien avec l'école professorale de Paris, créé et dirigé aujourd'hui par Philippe Nemo, en lien avec l'Institut de leadership vertueux, en lien avec tout le patrimoine de l'éducation intégrale pour former des cadres, former des professeurs, former des chefs d'établissement et permettre effectivement aux professeurs d'avoir non seulement une formation disciplinaire, c'est-à-dire une formation dans leur discipline et qu'ils soient réellement compétents dans leur discipline sur le plan académique, ce qui malheureusement fait défaut de plus en plus, et ensuite qu'ils aient une réelle formation sur le plan de l'anthropologie, qu'est-ce que la personne humaine, qu'est-ce qu'une vie réussie, et quel sens donner finalement à l'exercice de leur autorité éducative. Si j'ai bien compris votre livre, il est très intéressant, mais permettez-moi de vous dire tout de même que l'éducation intégrale, ce n'est pas François-Xavier Clément qui l'a inventé. Vous ne réinventez pas la roue en écrivant ce livre. L'éducation intégrale, elle existe déjà. Je pense à toutes ces écoles libres qui sont montées parce que les parents veulent avoir cette continuité éducative entre la famille et l'école. Elles appliquent de facto l'éducation intégrale. Et ce sont des écoles catholiques, chrétiennes catholiques, avec un enseignement catholique, avec des parents qui adhèrent à un projet pédagogique, avec un corps professoral qui est peut-être pas le plus professionnel possible, mais en tout cas, il y a cette volonté de fournir un enseignement de qualité. En quoi votre livre apporte un éclairage nouveau sur ce sujet? Alors, vous avez parfaitement raison de dire que dans l'environnement des écoles hors contrat, très très nombreuses sont les écoles qui aujourd'hui développent un projet d'éducation intégrale. C'est parfaitement juste. D'abord, elles le font à une petite échelle, il faut le rappeler. La grande majorité d'entre elles sont des écoles ou des collèges, parfois des lycées, mais c'est plus rare qu'ils développent à une échelle de quelques centaines d'élèves, grand maximum. Deuxièmement, c'est complètement anormal ce que vous dites. Il est complètement anormal aujourd'hui qu'on dise que l'environnement dans lequel se développe l'éducation intégrale, c'est justement pas l'enseignement catholique. Et donc le but que je poursuis aujourd'hui, c'est que ce livre soit un trait d'union où donne la possibilité d'avoir à un moment donné un traité, un document sur lequel on pourrait s'appuyer pour restaurer tous les environnements dans lesquels on a perdu les principes de l'éducation intégrale, sur le plan anthropologique, comme sur le plan intellectuel, comme sur le plan spirituel, etc. Mais permettez-moi de pointer une contradiction avec ce que vous dites. Aujourd'hui, l'éducation intégrale, en synthèse, devrait être appliquée dans les écoles sous contrat, les écoles de l'enseignement catholique. Ce n'est pas forcément le cas parce que les établissements sous contrat d'enseignement catholique ont un contrat avec l'État qui, s'ils ont une liberté au niveau de l'établissement, n'ont pas cette liberté qu'ont les écoles libres sur les programmes dans les classes. Vous avez passé toute votre carrière dans ça. Deux questions. Est-ce que finalement l'enseignement catholique est encore aujourd'hui catholique, au sens où il applique une éducation chrétienne dans la totalité de son établissement et dans ses classes, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ce livre n'est pas aussi un aveu d'échec que l'éducation intégrale, avec votre parcours, n'est finalement pas possible dans les établissements sous contrat? Alors, tant qu'on continuera
à dire des établissements sous contrat, comme vous le dites, eh bien on est mal barré, ça je vous le dis. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des établissements sous contrat, ce sont des établissements qui sont associés par contrat à l'État. Ça semble être qu'une formule, hein. Et je suis sûr que certaines personnes qui vont peut-être écouter cette vidéo se diront « ouais, ils jouent avec la formule ». Ah non, 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 c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'établissement qui est sous contrat. C'est la classe pour laquelle l'enseignant est payé par l'État et qui s'engage à respecter les programmes de l'État. Le fait de dire que c'est l'établissement qui est sous contrat, ça veut dire qu'on fait de l'environnement de l'établissement, et l'environnement éducatif, et l'environnement spirituel, un supplétif de l'État, et un environnement qui est soumis aux règles et à la culture de l'État, et même au principe de laïcité de l'État, tel qu'il est vécu aujourd'hui en France. Parce que si c'est rendre à César et ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ben, ça me va bien la laïcité. Mais si c'est la laïcité de Vincent Payon, que nous devons absorber et dans lequel nous devons nous immerger, alors là, je dis, il y a danger, oui. Et effectivement, le passage de la loi Debré jusqu'à aujourd'hui, 2021, c'est une assimilation lente, finalement, dans le système général. Et l'enseignement catholique, par un certain nombre de réglementations, eh bien, a fini par être un peu assimilé au système général. Les Canadiens et les Belges, eux, ont pleinement assumé. Tout le système enseignement catholique est rentré dans le système général d'un seul coup. Nous, en 84, on a lutté contre ça. Voilà. Moi, j'ai marché, j'étais petit, mais j'ai marché pendant une manifestation en 84 avec mes parents pour éviter l'assimilation et l'intégration, l'immersion pure et simple de l'enseignement catholique dans le système général. Aujourd'hui, on a un enseignement catholique qui rencontre une vraie difficulté. Et soit le chef d'établissement est à la tête, est catholique lui-même, est vraiment animé et habité de l'Évangile et en plus, comment dire, hérite d'un établissement dans lequel il y a une tradition et une histoire réellement engagée, vous voyez, avec des principes éducatifs partagés, etc. Et dans ces cas-là, il y a moyen de le faire. Et moi, j'ai connu des établissements à titre personnel que j'ai dirigés ou à titre de directeur diocésain que j'ai pu découvrir ici ou là dans les territoires où j'étais, dans lesquels c'était possible. Et donc, possible mais difficile parce que l'éducation intégrale demande une certaine exigence hein, sur tous les points de vue, à tous les points de vue, éducatif, encadrement, familial, etc. Et peut-être qu'aussi que votre expérience à Saint-Jean-de-Passy se confronte à cette réalité-là. Oui. C'est-à-dire que l'exigence que vous prenez, elle vient se fracasser sur le mur de l'enseignement catholique qui a une part de soumission à cet État et à cette idéologie que porte l'éducation nationale. Alors, si vous voulez dire qu'il n'est pas possible d'être, comment dire, d'aller jusqu'au bout du processus d'éducation intégrale avec le contrat, je crains que vous ayez en partie raison. Voilà, je crains que vous ayez raison et que finalement, c'est peut-être en partie ça qui a conduit à cette rupture avec le système de l'enseignement catholique pour ma part. Je ne dirais pas avec Saint-Jean-de-Passy parce que j'ai envie de dire, je reste presque en amitié, vous voyez, avec cette belle maison dans laquelle j'ai vécu des choses magnifiques. Mais plutôt avec le système de l'enseignement catholique, à un moment donné, il y a eu effectivement cette rupture qui est peut-être sur des fondamentaux de l'éducation intégrale. Après, je continue à penser que c'est possible parce que je pense, et je l'ai constaté, que quand vous êtes en dessous des écrans radars, c'est-à-dire que vous dirigez un petit collège de 300 ou 400 élèves au fin fond de la campagne française, vous n'êtes pas observé comme quand vous dirigez Saint-Jean-de-Passy ou Stan ou les Chartreux à Lyon ou les Maristes, vous voyez, vous êtes... C'est certain, mais on dépend quand même de la stratégie et des hommes en place dans les évêchés. Et peut-être que finalement, une des voies, c'est l'école libre. C'est peut-être aussi ce qui fait ce succès-là. C'est-à-dire que cette jeunesse qui a une volonté de redécouvrir un idéal qui est aussi poussé par les parents, la génération de leurs parents, se trouve aujourd'hui dans la construction d'écoles libres et qui demain, ce sera peut-être le modèle principal de l'éducation intégrale. Ça me donne l'occasion de parler de votre projet. De dire un mot, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir, j'allais en parler. Je suis en train de monter, donc le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Saint-Joseph Éducation.
Ce fonds de dotation est la première pierre d'un réseau d'éducation qui est donc confié au patronage de Saint-Joseph, réseau d'éducation qui va travailler par affiliation et par création d'établissement. Et le point de départ, c'est un centre de formation. Donc il s'agit de former des professeurs, des éducateurs, des chefs d'établissement, comme je le disais tout à l'heure, mais après d'affilier des établissements existants, soit sous contrat, soit hors contrat. Évidemment, j'ai beaucoup de contacts dans le milieu du sous-contrat et dans les réseaux d'établissements sous contrat, mais force est de constater, et ça va vous donner raison, que tous les établissements qui m'ont contacté pour l'instant sont majoritairement des établissements hors contrat, ce que vous appelez des écoles libres. Et j'aime votre expression, vous avez bien raison de dire plutôt école libre que hors contrat. C'est beaucoup plus juste dans la mesure où les écoles dites hors contrat semblent exister uniquement par rapport au contrat, mais par la négative, alors qu'école libre est plus juste. En revanche, ça pose un petit problème, c'est que l'association de parents de l'enseignement libre, c'est-à-dire l'APEL, garde ce nom d'enseignement libre, alors qu'il devrait s'appeler peut-être APEC, enseignement catholique, mais ils sont à confessionnel, donc ça pose un problème aussi. Donc c'est sûr que ce n'est pas très simple. Mais école libre, j'aime bien votre expression parce qu'elle dit bien ce que je cherche à faire. Dans le réseau Saint-Joseph Éducation, on va effectivement développer beaucoup de liberté et chercher à développer du sur-mesure pour que les établissements répondent à véritablement une demande de territoire. Et donc aussi bien dans le monde urbain que dans le monde rural, pour accompagner les établissements à développer l'éducation intégrale de manière missionnaire. Alors votre projet est intéressant parce qu'il répond aussi à un besoin fort et une difficulté dans le milieu catholique, c'est cette capacité à se structurer en réseau et à porter finalement un projet d'un point de vue politique au sens noble du terme. Pour autant, il existe déjà des institutions, je pense à la Fondation pour l'école, qui fait ce travail-là. Comment est-ce que votre projet va venir s'articuler en complémentarité à ce qui existe déjà pour ne pas réinventer et pour participer à cette structuration globale? Alors, merci de cette question parce qu'on me la pose assez souvent effectivement. Lionel Devic, qui a été président de la Fondation pour l'école, est membre de mon équipe Saint-Joseph Éducation. Et volontairement, je l'ai fait rentrer d'abord parce que c'est un ami, mais ensuite parce que, et puis qu'il est de très bon conseil comme avocat, mais aussi parce que c'est une manière de bien articuler la mission de la Fondation pour l'école avec la mission de Saint-Joseph Éducation. Autant la Fondation pour l'école est pensée beaucoup pour la création de l'établissement et l'accompagnement à la création et au développement de l'établissement dans le premier degré, autant nous sommes plutôt développés et vraiment concentrés sur le second degré. Ça ne veut pas dire qu'il y a des exclusivités, mais ça veut dire qu'on va travailler de cette manière-là. Ensuite, sur la formation, il y a l'ILFM qui fait un très bon boulot dans le premier degré pour les professeurs des écoles. Et l'ILFM, je dirais, continue à très bien se développer. De l'autre côté, nous, on va travailler plus avec l'école professorale de Paris, plutôt pour le second degré, donc pour les professeurs de collège, de lycée ou d'enseignement supérieur. Et on va se partager un peu les choses comme ça. Mais sachant qu'on travaille déjà ensemble et qu'on va continuer effectivement à bien articuler notre action, et je vous rejoins complètement quand vous dites que il est important de bien travailler l'écosystème de manière vertueuse et de ne pas se retrouver à se marcher sur les pieds ou à créer des concurrences là où doit exister les synergies. J'ai une question importante. Comment rendre universel votre principe d'éducation intégrale et comment toucher des familles catholiques qui n'ont pas les moyens de financer des écoles privées, mais qui aspirent à pouvoir vivre cette éducation intégrale dans le cadre familial, dans le cadre de l'école? Dans le cadre du réseau Saint-Joseph Éducation, on va créer un fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, avec des mécènes, va nous permettre effectivement de diminuer considérablement les frais de scolarité. Aujourd'hui, le coût d'un élève, tout enseignement confondu, c'est entre 8 et 10 000 euros dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé. Grâce aux subventions de l'État ou grâce à nos impôts, c'est gratuit dans le public et ça revient à peu près à un quart du coût, voire un cinquième du coût dans le privé sous contrat. Ce que nous, on aimerait obtenir, c'est de rester sur, je dirais, un chiffre qui soit acceptable par les familles, voire d'aller vers des coûts très faibles grâce à la solidarité. Et la solidarité fonctionnera par établissement. Vous terminez votre livre par un clin d'œil aux éveilleurs. Je vous cite, « Il est bon de considérer l'éducateur comme un éveilleur. L'éveilleur est celui qui demeure éveillé
et qui, par sa vigilance, encourage les autres à veiller avec lui. Cette veille révèle un courage et une attention. L'éducateur est un éveilleur du meilleur du cœur de l'enfant. Et vous concluez par cette citation, « Soyez ce que vous êtes et soyez le bien ». François-Xavier Clément, je vous laisse les mots de la fin pour conclure cet entretien. Merci, merci. Moi, je souhaite effectivement développer des éveilleurs et des éveilleurs du meilleur. C'est le principe de l'excellence et de la recherche de l'excellence de tout enfant. À partir du moment où un enfant prend au sérieux la devise des Louveteaux, de faire de son mieux, il devient pour lui-même et peut-être aussi pour les autres un éveilleur du meilleur. Pour donner le meilleur, eh bien, il faut commencer par acheter ce livre, La voie de l'éducation intégrale aux éditions Artege, et à transférer à tous vos réseaux cette vidéo de ce nouvel entretien.